On va commencer. J'invite les derniers d'entre vous à regagner ou à gagner tout simplement un siège. Et nous avons la chance aujourd'hui et le privilège d'être accueillis aux Galeries Lafayette. Et avant de commencer cette conférence de presse, nous avons monsieur Dominique Louis, le directeur de la restauration, je crois, des Galeries Lafayette, Exactement. qui voudrait vous dire quelques mots. Et merci de nous accueillir chez vous, tout d'abord. Et je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, oui, je suis le directeur alimentaire achat-restauration des Galeries Lafayette. Et je profite de votre présence pour vous présenter un magasin que vous connaissez, j'imagine, assez bien. Le magasin gourmet du magasin Galeries Lafayette Haussmann. Donc, l'idée, c'est de vous préciser quelle est notre démarche et comment nous construisons l'offre et ce que nous recherchons à travers cet espace. Donc le gourmet, pour le qualifier, ça c'est important, c'est notre fil conducteur, c'est notre leitmotiv, c'est notre raison d'avancer tous les jours avec mes équipes. On recherche deux choses. On recherche à mettre en avant le savoir-faire et le goût. Donc vraiment, ça c'est ce qui nous anime au quotidien. Et vous le retrouvez à travers ce magasin sur un espace que vous connaissez bien, qui est le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment qui se trouve en face. Et vous avez 17 artisans aujourd'hui présents qui incarnent les savoir-faire français. Donc je pourrais citer Pierre Hermé, dans les plus connus, Philippe Conticini, ou des maisons incarnées comme la maison Pétrosian. J'en passe, hein, évidemment, parce qu'ils sont assez nombreux. Cet espace nous permet de qualifier ce qui est la gastronomie française, en fait, de la mettre en avant, de la valoriser, et de réunir sous un même toit et un même espace. Sous un même toit, c'est un langage qu'on trouve en distribution alimentaire, mais là c'est le cas aussi. Sous un même toit, plein de savoir-faire. Au sous-sol, rez-de-chaussée -1 chez nous, vous trouvez ce qu'on peut qualifier un supermarché premium. Vous allez avoir une offre de libre service, je dirais pour les courses du quotidien, mais des courses du quotidien sur des marques très qualifiantes pour le consommateur. C'est-à-dire que sur une huile, on va trouver des huiles qui sont labellisées, des huiles qui sont médaillées, des chocolatiers connus, donc Chapon par exemple, hein, j'en oublierai plein. Les huiles, on peut citer Stoublon. Donc vous allez trouver, et vous avez également dans cet espace au sous-sol, une place du marché. Dans la place du marché, vous allez trouver des produits classiques de la boucherie. Donc nous, notre boucher, c'est Yves-Marie Le Bourdonnais, que pour certains, vous connaissez certainement, qui a développé les viandes maturées, hein, il y a plus de 15 ans maintenant, qui les a remis au goût du jour en France. La maison Véro, qui représente la charcuterie. Prochainement, nous avons un affineur, un MOF affineur qui va rentrer sur la partie crèmerie traditionnelle, donc tous les fromages. Et ce sont des produits vraiment d'exception, une fois de plus. Donc, vous voyez, toute notre offre est construite pour trouver tout type de besoins alimentaires, mais toujours dans une offre qualifiante et vraiment premium. Et il s'est passé un événement là récemment. Alors pour nous, c'est un événement, pour vous peut-être, je ne sais pas. Nous avons agrandi le gourmet d'un étage. Donc la dernière fois qu'on avait donné un étage au food, aux Galeries Lafayette, parce que ce n'est pas le cœur de métier des Galeries Lafayette, c'était en 2014, quand le gourmet avait traversé la rue, puisqu'il était d'autre côté auparavant, et c'était plutôt un supermarché premium à l'époque. Donc il a été transformé dans ce qu'il est aujourd'hui. Et on s'est dit, surfant sur un peu l'engouement, on va dire, des clients, hein, et des consommateurs pour le food, hein, je ne vous parle pas des émissions médiatiques, hein, Top Chef, Meilleur Cuisinier, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin bon, voilà, donc ça a remis le food au goût du jour, vraiment, et la qualité au goût du jour. Et on s'est dit qu'on pouvait continuer ce développement, et donc on a décidé, il y a 1 an et demi, d'ajouter un étage. Ajouter un étage, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire compléter notre offre. On avait permettre des pâtissiers, des chocolatiers, la place du marché que je vous ai évoquée, enfin tout ça on l'avait. Donc on a décidé de qualifier à nouveau le gourmet sur un autre métier qu'on avait peu, parce qu'on n'avait qu'un chef étoilé qui est Andreas Mavromatis, d'aller chercher des restaurateurs pour créer un espace au premier étage, donc que vous pourrez visiter à l'issue de la conférence aujourd'hui. Une personne de mes équipes, Nina Vallée, vous fera la visite du gourmet si vous le souhaitez. Et donc là, on a été chercher une population différente, des restaurateurs, et créer un espace qui est, à mon avis, unique à Paris. Enfin, vous pouvez aller voir, hein, c'est vraiment intéressant. Et on a été chercher des personnes qui incarnent aussi les savoir-faire et qui sont aussi dans des nouvelles générations. Donc je peux vous citer Maurice Sacco, pour le plus connu, qui je pense a un grand avenir dans la cuisine française. On a aussi Thibaut Spivak, qui était dans l'émission Top Chef l'an dernier, ou Yoni Saada, qui est sorti de Top Chef il y a quelques années, mais qui est référent aujourd'hui sur ses produits.
Donc voilà, on a agrandi le gourmet, ça devient un magasin qu'on essaie de rendre, et nous on raisonne, nous sommes grands magasins, nous ne sommes pas, moi je suis pas en concurrence avec Carrefour, avec Leclerc, hein, c'est pas mon sujet, et ils font très bien leur métier, c'est pas non plus le débat. Nous on est en concurrence avec les grands magasins monde, hein. Ça va être à Rhodes, ça va être KDB à Berlin, voilà. Donc ce qui importe pour nous, c'est d'avoir un magasin qui est unique et qui va à la fois attirer toute une clientèle de consommateurs, parce qu'il y a un retour, ça vous le savez, je pense que sur le besoin de qualité et d'authenticité des produits, et on s'y attelle vraiment. Et il y a aussi un besoin, nous, de faire rayonner à travers les Galeries Lafayette, évidemment, ce qu'est la gastronomie française à l'international. Parce que le métier du grand magasin, c'est aussi d'avoir une clientèle touristique importante, et ça vient compléter l'offre des Galeries Lafayette. Le food est un complément à l'offre des Galeries Lafayette, évidemment. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Louis, donc, à l'issue de la conférence de presse, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez procéder, une de vos collaboratrices procédera une visite guidée pour ceux qui le souhaitent. Exactement. Ouais, tout à fait. Pour voir les espaces que je viens de vous décrire. Merci Donc beaucoup. voilà, je ne peux pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci pour votre accueil. Alors sans plus attendre, maintenant nous allons rentrer dans la partie conférence de presse de Cial Paris. Alors à 30 jours de Cial Paris, 30 jours, donc depuis 2018 nous attendions ce moment, plus qu'un petit mois avant l'édition 2022 de Cial Paris. Nous sommes réunis et je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour 3 grandes parties. La première, où en est-on à 30 jours de Cial Paris? Beaucoup de choses intéressantes à vous dire à ce propos. Bien entendu, la deuxième partie, ce sera la révélation des lauréats des grands prix de Cial Innovation. Et la troisième partie, si vous le souhaitez, ce sera des questions-réponses. On sera ravis d'approfondir certains éléments avec vous. Sans plus attendre, j'accueille nos 3 intervenants ce matin. Nicolas Transo, directeur général de Cial, Audrey Ashworth, directrice de Cial Paris, et Xavier Terlet, notre expert innovation de Protéines XTC. Bienvenue. Nicolas, tu vous souhaitais nous faire part un petit peu de certaines remarques, réflexions autour du contexte et des missions de Cial Paris? En effet, alors bonjour à tous. Évidemment, le grand sujet du moment, c'est quand même la crise, ou on pourrait dire les crises. La crise sanitaire, la crise économique, la crise politique, la crise environnementale. On pourrait parler des ruptures, on pourrait parler de tout ça. Mais et si on parlait un peu d'autre chose aujourd'hui, hein, si on parlait un petit peu tout simplement de produits, d'innovation, de création de valeur, de solutions du futur, si on profitait de cette conférence de presse et de l'espace de temps de Cial Paris pour justement regarder un peu devant et regarder un petit peu toute la profusion de produits qu'il y a. Pour tous ceux qui sont passionnés comme moi d'agroalimentaire, le Cial, c'est un peu comme un grand magasin de jouets. Il y a à peu près 450 000 produits sur les étagères. Et c'est vraiment un moment de plaisir aussi de découvrir tous ces produits. Alors pour autant, on ne peut pas faire complètement abstraction évidemment du contexte, mais plus encore que le contexte, c'est le défi mondial de l'alimentation. Ça reste dans notre ligne de mire. Le défi mondial, c'est évidemment arriver à nourrir d'ici 30-40 ans 10 milliards d'habitants. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir et donc beaucoup de besoins. Et on sait tous qu'on ne peut pas continuer à consommer et produire comme on le fait aujourd'hui. Donc forcément, la transition alimentaire, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle s'accélère. Donc le consommateur dans tout ça, comment est-ce qu'il réagit? Eh bien, le consommateur, il a évidemment vécu ces années de Covid. Avec le confinement, il a plutôt reconnecté avec la cuisine, ce qui est une bonne chose. Donc il a retouché du doigt un petit peu l'ingrédient, le geste, la cuisine, les courses, etc. Et ça, c'est aussi un élément qui a renforcé ses convictions, qui est pour aller vers du mieux manger. Ça, c'était une conviction du consommateur qui est importante. Et le cap n'a pas changé avec le Covid. Donc le consommateur, il est de plus en plus exigeant, ça on se le dit à chaque fois. Il est averti, donc comment il comprend, il cherche des informations. Et en fait, aujourd'hui, il a des attentes qui sont multiples. Hein. Évidemment, le plaisir qui reste de très très loin la première attente des compars d'alimentation, mais ça ne suffit pas, il veut du plaisir et de la santé. Donc la santé, c'est des ingrédients plutôt simples qui vont lui faire du bien. Il veut du plaisir, mais aussi de la responsabilité sociale et environnementale. Et aujourd'hui, fait marquant, évidemment, du contexte économique, c'est qu'il veut de l'accessibilité. Donc en plus, il veut plutôt des produits accessibles pour pouvoir concilier son portefeuille avec ses aspirations en termes d'alimentation.
Donc ça, c'est un vrai challenge, et c'est le challenge qu'il faut qu'on garde tous en tête pour la suite. Le consommateur exigeant, il va regarder de plus en plus le rapport, quelque part, bénéfice-prix. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment expliquer, proposer encore mieux le pourquoi des innovations qui sont proposées. Alors, nous voilà sur Cial Paris dans 30 jours. La pression est au maximum. Exactement. Pour nous. Donc 4 semaines. L'état d'esprit des entreprises. Alors soit dans ce contexte difficile, elles sont plutôt recroquevillées en attendant que les choses aillent mieux, soit au contraire, elles sont beaucoup plus dans une posture d'attaque, on fonce, on va de l'avant. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit que l'on souhaite relayer sur le Cial pour vraiment encourager cette dynamique collective et pour redire que quelque part, ces périodes de changement, c'est aussi des périodes d'accélération des changements. Et donc, c'est le moment justement d'accélérer, de prendre des grandes décisions. Donc, dans ce cadre-là, le Cial, ça se veut vraiment un forum, une caisse de résonance, et on veut contribuer à créer cette dynamique. Donc, c'est le moment justement d'apporter aux entreprises des éléments qui vont leur permettre de retrouver un petit peu une boussole, de comprendre, de retrouver des repères dans ce monde qui a quand même été pas mal perturbé depuis 2-3 ans, pour les aider à faire les bons choix pour le moyen terme. Donc c'est vraiment ça l'objectif, et c'est la première fois de nouveau qu'on va réunir la population, enfin l'intégralité de la communauté agroalimentaire mondiale, parce qu'il n'y a pas eu d'événement depuis 3-4 ans. Donc c'est vraiment la première fois que tout le monde va se réunir et qu'on va pouvoir aussi mieux réaliser comment des gens d'Amérique du Sud, comment des gens d'Asie, comment des gens d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. réagissent et vivent ces changements qui sont en train d'opérer. Et c'est ça qui fera aussi la richesse, c'est évidemment le partage. Donc l'objectif pour nous, à travers notre motto qui est Own the Change, c'est vraiment de dire que chacun doit être acteur du changement et finalement s'approprier une partie de ce défi. Donc le Cial, c'est ce grand rendez-vous. Partager, c'est le moment pour les entreprises qui ont été isolées pendant longtemps de venir partager, de benchmarker, de voir ce que les autres ont fait et puis de sortir du bois et de nous montrer leurs innovations. Et c'est un peu tout l'objectif de cette journée. Alors, encore rapidement, avant de passer sur les innovations, pour nous accompagner, on choisit chaque année un parrain. Donc notre parrain, il y a plusieurs critères pour nous. C'est qu'il doit être évidemment connu, reconnu pour son savoir-faire. Il doit être engagé, notamment au bénéfice de cette transition alimentaire et de la recherche de bien manger. Et il doit évidemment aussi savoir travailler avec tout le monde, y compris avec l'industrie agroalimentaire. Donc on a eu de nombreux parrains très célèbres. On a eu, si on regarde que les dernières années, Joël Robuchon, Yannick Aleno, Dominique Crène. Et donc cette année, vous voyez à l'écran, c'est donc Mauro Colagreco. Alors Mauro, il commence à être assez connu évidemment, puisqu'il est reconnu par ses 3 étoiles Michelin, son 18 sur 20 Goemio, il est meilleur restaurant au monde. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance très forte. Mais ce qui nous a plu dans ce choix, c'est aussi quelqu'un qui est très investi et engagé. Il est autant quasiment jardinier que chef, et ça c'est plutôt intéressant. Et il est absolument effectivement engagé dans le défi mondial de l'agroalimentaire. Donc on accueillera avec plaisir et venez sur le salon donc le 15 octobre pour le rencontrer. Et si je peux ajouter une anecdote, on a bien senti son engagement pendant les jurys Cial Innovation hier notamment, puisqu'on a bien senti que ses coups de cœur portaient vraiment autour de Own the Change, donc on est ravis de ce choix. Ravis d'accueillir. Alors, avant de passer à l'innovation, quelques chiffres juste pour resituer un tout petit peu l'événement à venir, sans y passer trop de temps. Ça va ressembler à quoi? Alors la première information importante, c'est que Cial Paris 2022 va être de la même taille que Cial Paris 2018. Donc ça, en soi, c'est une information extrêmement importante. Ça veut dire que ça y est, on a réussi à remettre sur pied un événement qui est aussi important que l'événement de 2018. Et ce sera à ce titre le premier événement mondial, le dernier étant probablement 2019. Donc très bonne nouvelle sur l'engagement des exposants. En termes de taille, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais c'est à peu près 250 000 m² bruts. Donc ça parle pas tellement, mais en tout cas 250 000 m², c'est une centaine de supermarchés mis bout à bout, si on veut avoir une idée, ou c'est une quarantaine de terrains de foot, si ça parle plus à d'autres. Mais donc prenez des bonnes chaussures, parce que ça reste toujours, évidemment, un événement que de faire toutes les allées du Cial, et c'est ce qui fait que c'est toujours une visite assez passionnante. Donc ça, c'est un petit peu pour la taille. Si on reprend les chiffres, on est sur plus de 7000 exposants, presque 130 pays exposants, on a 200 pays visiteurs,
On est sur, au niveau des exposants sur 10% de Français et 90% d'internationaux. Donc vous voyez un événement qui est vraiment à caractère international. On attend environ 300 000 personnes qui vont se croiser sur les 5 jours du salon. Donc c'est la plus grande manifestation en France en termes de salon. En fait, il n'y a pas plus grand salon en France que le SIAL. On occupe tout Villepinte et même encore un peu plus qu'on construit des bâtiments supplémentaires. Et concrètement, par rapport à nos équipes, ça veut dire qu'on est, nous, selon la période, entre 50 et 100 personnes à travailler sur l'événement depuis Paris en tant que permanent, pour préparer cet événement d'envergure. Mais c'est aussi, au moment de l'événement, 5000 salariés qui viennent travailler avec nous pour monter, pour organiser le salon. C'est à peu près 30 000 standistes qui viennent pour fabriquer les stands de tous nos exposants. Et c'est à peu près 30 000 exposants qui viennent remplir les stands. Donc, vous voyez une communauté qui est extrêmement importante. Ça donne un ordre d'idée effectivement assez impressionnant. Et dans les anecdotes, ce que je trouve intéressant et assez édifiant finalement par rapport à ce que tu disais sur les entreprises qui ne se recroquevillent pas, on a davantage de pays exposants en 2022 qu'on en avait en 2018. Tout à fait. On doit avoir en tout une quinzaine de nouveaux pays, dont pas mal de pays africains notamment, qui sont venus rejoindre les rangs. Donc c'est aussi une ouverture sur la diversité qui nous plaît beaucoup. Voilà, donc cette grande famille que je vous décris, elle est en pleine effervescence. Il nous reste 4 semaines et on a hâte de partager notre passion avec vous. Et on va pouvoir du coup parler innovation. Innovation et animation, parce qu'on a voulu rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous pourrez voir sur SIAL Paris. Donc, merci beaucoup Nicolas. Et Audrey, on va passer au programme, donc au programme de SIAL. Mais avant de détailler ce programme, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi ces animations? Quel est l'intérêt en fait de réaliser ce programme finalement de contenu? Alors, au SIAL Paris, nous avons pour ambition en fait que tous nos participants puissent avoir une vision à 360 à l'issue du salon et aussi des perspectives. Et donc, ça se passe évidemment avec nos exposants, mais aussi avec notre programme et nos animations dont nous allons vous parler maintenant et qui sont très importantes pour incarner notre motto qui est Inspire Food Business. Donc c'est de l'inspiration, ce sont des nouveautés, ce sont des découvertes, des pépites, du décryptage. Le food, c'est notre communauté, une communauté internationale et de la filière. Et puis bien sûr le business, puisque c'est découvrir la petite pépite, initier de nouveaux contacts qui vont faire qu'on va aller plus loin ensemble et partager, comme le disait Nicolas. Alors justement, en parlant de business et de pépites, la première animation dont on va parler, c'est SIAL Startup. Cette année, nous attendons près de 650 startups dans l'ensemble du salon. Et pour la première fois cette année, nous assemblons un village des startups, qui sera au cœur du Hall 6. Et dont d'ailleurs une des startups a remporté un des prix SIAL Innovation qu'on va voir un tout petit peu plus tard. On va vous la présenter après, oui. Audrey, tu as choisi de nous parler de quelques startups parmi elles. Alors, on va plonger dans la sélection qu'on vous met à l'écran, déjà sur de la technologie, avec une société qui vient de Singapour, une start-up de Singapour, donc Profile Print, dont l'application basée sur de l'intelligence artificielle, en fait, va s'assurer de la cohérence entre les ingrédients et les produits finis, et va également faciliter la vie des industriels en leur proposant, en vérifiant les préférences gustatives des pays où on veut lancer un produit. Donc ça nous a semblé très intéressant d'un point de vue technologique. La deuxième start-up qu'on met en avant, que je voulais vous présenter, c'est Cocoju. Je pense qu'on est tous, vous êtes tous des aficionados du chocolat, en tout cas c'est mon cas. Mais qui sait que la totalité de la cabosse peut être utilisée et donc cette entreprise, cette start-up valorise la cabosse de la coque en passant par le jus jusqu'à la fève et avec un véritable engagement anti-gaspi et aussi une approche très on the change, sociable, en développant de l'emploi en Afrique notamment. Donc ça, c'était une start-up que je voulais vous présenter.
La troisième, on part aux Pays-Bas avec Orbisk. Donc là aussi, on repasse sur une solution technologique anti-gaspi aussi, pour les professionnels notamment, puisque c'est un appareil qui, par une caméra, détecte la quantité de produits et le type de produits jetés, et qui permet aux entreprises, nos restaurateurs notamment, mais aux entreprises d'évaluer, et aux restaurateurs d'évaluer la quantité de produits jetés et de réduire le gaspillage. Et puis la troisième, c'est dans la tendance végétale dont on va aussi vous parler après, c'est Albertine, qui est une start-up française qui a développé une alternative végétale et bio au foie gras, qui se cuisine aussi bien de manière poêlée qu'en mi-cuit, et qui va aussi dans la tendance de l'alimentation de demain. Merci Audrey. Donc ça fait quatre coups de cœur pour toi. Donc je vous invite évidemment Il y en a bien d'autres. à découvrir les vôtres sur le salon. Mais alors, je vois aussi qu'il y a un temps fort qui s'appelle Cial Invest, ce qui est nouveau également cette année. Oui, absolument. Donc, Cial Invest, c'est la possibilité pour ces startups, pour une trentaine de startups sélectionnées, de pitcher, de proposer et de promouvoir leurs innovations, leurs technologies à une audience d'investisseurs. Et donc ça aura lieu le lundi 17 octobre à 14h30. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau sur le Cial cette année. Très bien. On parle de Cial Talks maintenant ? Parlons de Cial Talks, absolument, puisque Cial Talks fait partie de l'inspiration, des échanges, de la compréhension de l'industrie et de l'évolution de la transition alimentaire et des enjeux que nous traversons. Et donc ça va se faire en hall 6, sur 2 salles. C'est plus de 100 speakers, 70 heures de contenu pendant Cial Paris, et donc 60 tracks, 60 thématiques de conférences. Tout à fait. Alors, tout à fait. C'est extrêmement riche cette année. On a énormément enrichi le programme de contenu et de talks. Nous avons dans la salle quelque part Isabelle qui est responsable de ce programme et qui a fait un travail extraordinaire pour attirer des speakers internationaux et de tout type finalement, puisque l'objectif étant d'illustrer Own the Change, mais également tous les sujets qui nous paraissaient importants de mettre en avant et qui sont des sujets d'actualité, bien évidemment, de l'agroalimentaire. Alors, de la même manière qu'Audrey, je ne vais pas tous les illustrer, j'ai choisi 4 d'entre eux pour donner un ordre d'idée du type de sujet et de speaker que l'on a. Donc, j'ai par exemple souhaité citer Mathieu Hug, qui est le cofondateur et le CEO de Tilcal, qui va parler de traçabilité alimentaire, de blockchain et de construction de confiance. Alors, pourquoi la blockchain ? Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est assez peu connu et assez mal compris. Donc, on trouve toujours important sur une technologie qui s'étend de plus en plus dans notre industrie et qui trouve finalement ses marques et aussi surtout son usage et son utilité, d'avoir l'avis d'un expert. Olaf Kjørven, alors je ne sais pas si je le prononce correctement et j'en suis désolé. Kjørven, merci. Qui est lui le directeur de la stratégie de The Heat Foundation, que Audrey a rencontré dans tes pérégrinations nordiques au printemps, et qui lui va parler de la partie planète durable, comment mobiliser l'industrie alimentaire en faveur de la durabilité, mais toujours d'une manière positive. C'est un peu le motto de Own the Change. Donc on s'est attaché à trouver des gens qui avaient des initiatives et qui avaient des choses à proposer à l'industrie et pas simplement quelque chose de restrictif. Ensuite, alors, de la même manière, si tu peux m'aider sur la prononciation, Pukmaya Ingeman Holm. Tu dis très bien. Voilà. Qui fait partie du Danish Agriculture and Food Council, parce qu'il y a aussi des institutionnels qui ont des initiatives extrêmement intéressantes et qui, elle, va s'attacher au paradoxe de la nutrition et de la santé dans la transition alimentaire. Parce que, évidemment, ça ne va pas sans mal, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a énormément de questions, énormément de difficultés à résoudre certains aspects, et va nous présenter des choses assez intéressantes. Et Isabelle Frappa, plus proche de nous, une Française, qui est responsable du pôle développement RSE de la FEF, qui a parlé de l'approvisionnement local dans la démarche RSE des entreprises. Donc j'ai choisi, vous l'avez vu, c'est assez anglais, hein, les choix que j'ai vus, mais le Cial Talk, c'est évidemment
extrêmement large et s'attache à tous les pans de l'industrie, qu'ils soient technologiques, RSE, mais également sur d'autres angles de l'évolution agroalimentaire. On peut peut-être juste dire qu'il y a de la captation, donc beaucoup de ces contenus qu'on pourra revisionner après le salon également, ce qui est plutôt intéressant. Oui, alors évidemment, c'est quand même beaucoup mieux quand on les voit en live. En revanche, on a à la fois bien évidemment une captation, mais également un live stream qui permettra au contenu d'être visualisé pour les gens qui n'auront pas pu faire le déplacement sur Ciel Paris, mais bien évidemment, ce ne sera pas vous, de les écouter en direct ou en différé. L'animation suivante, c'est... La cuisine. La cuisine. Alors, la cuisine, c'est une animation historique de Ciel Paris qui est historiquement divisée en 2 parties. Donc une partie restaurant gastronomique éphémère qui compte 150 couverts, dont Audrey va nous parler rapidement un petit peu plus tard, et une autre partie qui est axée sur la démonstration culinaire. Donc l'ensemble est animé par une vingtaine de chefs, 19 pour être précis, 8 sur la partie restaurant et 11 ou 12, on verra sur la partie démonstration. Et Audrey, tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, donc le restaurant avec une carte signée de différents chefs tous les jours. Donc ça c'est quelque chose qui nous importe. Encore une fois, les chefs sur le ciel, c'est vraiment l'inspiration et le pont entre nos industriels et la gastronomie. Et puis la cuisine, donc cet espace de démonstration qui cette année va prendre une dimension beaucoup plus expérientielle et de démonstration de comment cuisiner concrètement certains produits, par exemple les algues. Donc ça c'est avec aussi un panel de chefs, si on peut mettre voilà, quelques chefs dont je voulais vous parler. Donc, Irwin Durand, qui a succédé à Guy Savoy au sein du restaurant le Tiberta. Baptiste Renoir, qui est aussi un étoilé du restaurant Ocre, qui a fait ses classes justement auprès de certains parrains comme Joël du Ciel Paris, comme Joël Robuchon ou Yannick Aleno, et qui est un chef particulièrement engagé. Vous avez dû le voir dans Top Chef, lui aussi, en 2019. Donc, un chef engagé qui s'approvisionne en circuit court avec des produits locaux, une agriculture raisonnée, donc voilà, qui résonne beaucoup sur notre thématique On the Change. Arnaud Viel, qui est à la tête du restaurant La Renaissance, un étoilé également, depuis 2016, qui est un passionné et qui aime partager sa passion. Grand créateur de desserts voilà, donc un chef tout en gourmandise. Et puis Dina Nicolaou, qui est à la tête de l'établissement Evie Evan, qui veut dire d'ailleurs en grec à votre santé, et qui propose une cuisine saine avec des ingrédients, enfin avec du 100% fait maison. Et si vous aimez le tarama, je vous invite à aller vous approvisionner chez elle. Il paraît que c'est le meilleur tarama de Paris. Evkaristo parapoli, Audrey. Je ne savais pas que tu parlais grec couramment. Merci encore une fois pour cette sélection. Donc une douzaine de chefs. Ils vont travailler sous la bannière d'On the Change, eux aussi. C'est-à-dire que leurs démonstrations vont être réfléchies, vont être créées autour d'un angle spécifique à On the Change qui est propre à leur sensibilité et à ce qu'ils ont envie de mettre en avant à ce moment-là. Donc 19 démonstrations portées par 12 chefs sur cette partie démonstration de la cuisine. Absolument. Et puis une autre innovation, une autre animation, dont on voulait vous parler, c'est de vous plonger, de vous projeter dans le monde de l'agroalimentaire en 2030 à travers Futur Lab, donc un parcours expérientiel en 3 étapes dont je te laisse nous dire quelques mots. Oui, tout à fait. Donc, Futur Lab qui avait vu le jour en 2018, qui revient. Donc là, c'est notre espace prospectif, donc qui est conçu comme un tunnel expérientiel, donc fait pour apporter un maximum d'informations en 15 minutes, parce qu'on sait que souvent nos visiteurs sont pressés, donc sont très intéressés par les éléments de contenu, mais ont besoin que ça aille vite. On l'a conçu comme un tunnel et on l'a organisé sur 2030 pour être quand même relativement proche de nous et avoir des choses qui soient quand même de l'ordre du concret et pas de la sci-fi food. Donc 3 étapes, je l'ai dit, réalisées avec 2 partenaires, donc l'INRAE d'une part,
Et Accenture. D'autre part. Donc, on va voir les 3 étapes. Donc, la première, c'est l'agriculture en 2030, développée avec l'INRAE. La deuxième, c'est le retail en 2030, donc qui est basé sur le magasin de demain, hein, comme on peut le voir sur cette image qui préfigure ce que vous pourrez voir. C'est tout en technologie, des technologies surprenantes qu'on va retrouver et surtout très interactives avec le visiteur. Donc le Retail 2030, c'est basé sur le projet Hope qu'a développé et sur lequel a travaillé Accenture. Et enfin, toujours avec l'INRAE, l'assiette en 2030. Donc là, on revient sur l'aspect consommateur et consommation de ce qu'on aura concrètement dans notre assiette. Enfin, j'allais dire, oui. L'animation d'après. La dernière qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Qui est d'actualité aujourd'hui, donc Ciel Innovation. Donc Ciel Innovation, là aussi, peut-être l'animation la plus emblématique et la plus historique de Ciel Paris. Donc vous pouvez le voir, on a cette année décidé de faire un petit clin d'œil. Voilà, un petit clin d'œil à une French Touch, parce qu'après tout, même si Ciel est un salon extrêmement généraliste et mondial, il se passe à Paris. Donc on a conçu l'espace comme un écrin, un peu à la manière d'une boîte à bijoux ou un produit d'un produit premium. Donc c'est l'observatoire de l'innovation des alimentaires mondiales, mais justement pour avoir un observateur, il nous faut des produits. Donc Audrey, tu vas peut-être nous expliquer comment ça s'est passé cette année pour cette sélection de produits et ces jurys. Donc une offre extrêmement riche cette année encore, avec une sélection experte. Donc nous avons reçu plus de 1800 dossiers de participation, d'inscription, avec une sélection qui s'est faite en plusieurs étapes pour arriver à 460 produits sélectionnés. Et puis des jurys, un jury international et un jury qui s'est tenu en présentiel hier, donc tout frais, et c'est pour ça qu'on vous réserve aujourd'hui la primeur, donc avec 21 prix qui seront décernés, 14 prix qui sont des prix de secteur, avec des produits de secteur, 4 prix spécifiques, et puis évidemment nos 3 gagnants, nos 3 lauréats qui seront dévoilés, mais on le verra après, évidemment, le premier jour de Ciel Paris, donc le 15 octobre. Oui, alors ça a été beaucoup de travail, parce qu'effectivement, pour passer de 1800 produits validés dans la sélection à 460 sélectionnés véritablement, puis encore moins pour passer au jury final, ça a été un ensemble de jurys. Alors après, c'est notre lot tous les 2 ans, et c'est un plaisir. Donc il y a une succession de jurys au fil des mois, au fur et à mesure qu'on recevait les produits. Et donc c'est environ 25 jurés qui sont réunis entre le jury international et le jury français qui a eu lieu hier, avec des débats passionnants. Certains d'entre vous étaient peut-être même présents et pourront en témoigner. Alors, on va bien sûr parler des lauréats dans quelques instants, mais 1800 produits, Xavier, c'est quand même l'occasion d'avoir une bonne vision de l'innovation à tenter. Oui, bonjour à tous. Oui, alors 1800 produits déjà, c'est une bonne vision. Il faut savoir que dans le monde, chaque année, peu ou prou, c'est entre 25 et 35 000 nouveaux concepts qui apparaissent alimentaires. Je parle bien de concepts, pas de code EAN que peuvent donner les panélistes, par exemple. Donc, 2000 nouveaux produits. Ça révèle véritablement, c'est pour ça qu'on peut dire que le Ciel est vraiment un révélateur de tendance mondiale. Alors, on a observé toute cette matière nouvelle. Oui, on en a tiré un certain nombre de leçons avant de voir les produits qui ont eu des récompenses. J'en ai dénombré 7 leçons qui me semblent des marqueurs de ce Ciel. Le premier, c'est l'étonnante proportion de produits pour, je dirais, végétariens, véganes, flexitariens, qui mettent en avant le végétal, dont les substituts de produits carnés, substituts de produits poissons, évidemment de produits laitiers, dont les fromages. 24% des dossiers présentés, un nouveau produit sur 4 était dans cette catégorie. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça me rappelle d'autres éditions du Ciel où on avait un nombre très important de produits bio il y a une dizaine d'années. On a eu aussi un Ciel spécial sans gluten. Certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. Là, aujourd'hui, c'est un Ciel végétal, si j'ose dire. Mais le Ciel est précurseur de tendance, donc vous dire que le végétal est une tendance, je dirais évidemment pas ça. On a retenu
que les produits qui présentaient un réel caractère innovant aujourd'hui, quel qu'il soit, en termes de recettes, de process, de bénéfices consommateurs. Et pour se plonger dans le passé, pour vous dire qu'effectivement le CIAL a mis en valeur cette tendance végétale depuis longtemps, j'ai cherché dans les archives, un des premiers, le premier steak de soja au traiteur qui a été proposé, c'est la société Tribala devenue Olga aujourd'hui, c'était au CIAL 1998. Ça ne nous rajeunit pas. Et plus près de nous, il y a eu également, vous vous en souvenez sans doute, en 2016, le Gold Award, le premier prix innovation, a été donné à une start-up à l'époque qui s'appelait Le Boucher Vert, devenu Harry & Co, que l'on connaît bien, qui est un acteur aujourd'hui de ce marché. Donc sur cette catégorie, on a effectivement retenu un certain nombre de produits très intéressants parce qu'ils apportaient, au-delà du simple fait qu'ils soient végétal ou une alternative, un vrai caractère innovant. Le deuxième point, tu l'as dit Nicolas tout à l'heure, c'est le plaisir, évidemment. Vous faites un beau métier, on fait un beau métier, c'est d'apporter du plaisir aux gens. Mais ce plaisir, il doit être garanti avec des garanties en termes de santé. On a moins de plaisir si on a des doutes sur ce qu'on mange, en termes de praticité également, et bien sûr en termes d'éthique, d'écologie. Voilà, donc beaucoup de produits premium, vous le verrez, avec une certaine sophistication. Et puis également une autre facette de produits, et sans doute que le Covid est passé par là, de ce qu'on appelle des comfort food, des produits pur plaisir qui font du bien, où à un moment donné, on peut se lâcher, on se dit, voilà, allons-y, on se fait plaisir. Le troisième point, évidemment, ça tourne autour de la santé, c'est la santé fonctionnelle, c'est-à-dire le côté santé fonctionnelle qui peut faire du bien, si j'ose dire, mais attention, ça doit être naturel. Ça doit être naturel pour le consommateur, c'est-à-dire avec des éléments fonctionnels qu'il comprend. Donc beaucoup d'usages d'utilisation de super fruits, de super légumes qu'on connaît déjà, des super graines, des nouvelles également, également les micro-algues et les algues que l'on retrouve en nombre sur ce salon. Et puis à noter également sans doute une conséquence évidemment du Covid, de l'épisode Covid, c'est qu'on a une multiplication des choses qu'on connaissait déjà, mais des produits avec une promesse d'immunité, de protection du corps, souvent riches en vitamines, diverses vitamines et en oligo-éléments, qui justement permettent cette promesse. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle communément le clean label. En gros, la chasse aux ingrédients indésirables. On en connaît beaucoup, le sucre, le sel, alors qu'ils sont compensés, enfin des exhausteurs de goût qui peuvent être apportés par d'autres choses, on le verra. Les matières grasses, mais également il en arrive régulièrement des ingrédients indésirables. Il y a 10 ans, personne ne savait que les sels nitrités, c'était... Voilà. Aujourd'hui, on n'en veut plus, on en veut moins en tout cas. Voilà, il y a comme ça des nouvelles promesses qui arrivent. Et également, d'un autre côté, des produits plus simples à comprendre pour le consommateur, plus, entre guillemets, naturels, c'est-à-dire avec des produits qui ne sont pas ultra transformés. Le consommateur se méfie des produits trop transformés qu'il ne comprend pas, donc parfois des produits avec une composition quasiment minimaliste, très peu d'ingrédients mis en avant. Ça, c'est une tendance qu'on connaissait déjà, mais qui a été accélérée sur ce salon. Le cinquième point, c'est les emballages. Évidemment, les emballages écologiques, mais que de produits avec un emballage recyclable. Bon, c'est bien, mais c'est mieux s'ils sont recyclés, si on utilise la matière recyclée. Et là, on a retenu justement ces produits qui soit utilisent de la matière recyclée, soit réduisent drastiquement la quantité de matière, que ce soit du plastique ou du carton. Et à ce titre-là, on a certains produits qui sont intéressants, vous en verrez tout à l'heure. Peut-être une mini-déception autour de l'environnement et de l'éthique, justement, parce que c'est des sujets évidemment très, très actuels. Et puis dans cette dimension-là, on est impatient, on en veut plus, on en veut beaucoup. Et c'est vrai que ces avantages qui tournent autour, par exemple, de l'anti-gaspillage, de la réduction de l'empreinte carbone, du bien-être animal, etc., vient davantage de start-up que de sociétés existantes sur le marché où il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc ça promet sans doute beaucoup d'innovation pour le futur. Mais là, disons qu'on en attendait davantage. Et ces éléments-là, on les voit plutôt du côté des startups. Enfin, le dernier point, c'est
c'est le fait maison, là aussi, qui existe depuis longtemps. On pousse au fait maison, parce que le fait maison, pour le consommateur, c'est une partie de plaisir. On parlait de Top Chef tout à l'heure, faire à la maison, c'est sympa. C'est naturel, on sait ce qu'on met dedans, on connaît les ingrédients, et puis c'est moins cher normalement. Donc ces 3 boosters du fait maison. Aujourd'hui, le fait maison, il se développe, mais notamment sur des produits, on en parlait tout à l'heure, à base de végétaux pour les végétariens. Les végétariens, les flexitariens, les véganes sont des gens c'est une population plus encline à préparer à la maison. Et donc là, il y a de plus en plus de produits adaptés à cette population-là, avec des aides culinaires, des produits d'utilisation pour justement aider à faire soi-même à la maison. Voilà les 7 points qui me semblent essentiels. Il y en a d'autres, on les découvrira ici et sur le salon. Merci Xavier, c'est très intéressant d'illustrer tout ça. Et il a bien fallu élire des lauréats. Donc c'est maintenant le moment où nous allons révéler les différents lauréats de chaque catégorie. Donc on va aller assez rapidement sur chaque catégorie. Bien évidemment, on pourra revenir en question avec vous un peu plus tard si vous le souhaitez pour approfondir certains lauréats, certaines innovations. Et nous aurons même 2 lauréats que nous avons contactés hier soir en duplex un tout petit peu plus tard pour réagir en direct à leur prix. Donc, le palmarès 2022. On commence par la première catégorie, Nicolas, la viande et le poisson. Alors, on attaque effectivement par la catégorie viande et poisson. C'est une catégorie qui est très importante et qui est quelquefois challengée. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'alternatives de plus en plus à cette catégorie viande et poisson. Néanmoins, ce qu'il faut garder en tête sur la catégorie, c'est que c'est quand même une catégorie qui, au niveau mondial, a une demande en croissance, puisque finalement, si nous, on mange beaucoup de poissons et de viande dans nos pays riches, finalement, la plupart du monde ne mange pas autant de viande et poisson. Donc, en fait, il y a toujours énormément de demandes et il va bien falloir y faire face. Donc, l'innovation cette année. Eh bien, on commence avec un gagnant français qui est La Truitelle de la marque éponyme, donc une société française. Xavier, qui a été un petit coup de cœur, je dois vous l'avouer, pendant le jury. Xavier, tu peux nous en dire un peu plus? Un nouveau poisson au rayon conserve de poisson, la truite. On est habitué à sardines, maquereaux, thon. La truite rentre dans le rayon conserve de poisson. La truite est un poisson de pisciculture, donc pas un poisson sauvage, donc peut être bio. Donc là, on a un produit bio au rayon conserve de poisson. Effectivement, c'est une vraie nouveauté pour le consommateur. La truitelle. Seconde catégorie, on va donc basculer vers justement les alternatives peut-être végétales et nouvelles à cette catégorie viande et poisson. Et là, donc, le gagnant, je pense que voilà, hop, le gagnant vient d'Espagne avec un produit qui intègre la caroube. Et donc, c'est Legi Plant Based de la société MRM. Oui, donc là, un substitut végétal, donc à base, tu l'as dit, de caroube et de riz. La caroube permet d'apporter, est très riche en fibres et en oligoéléments, donc il permet d'avoir une texture proche de la viande. Et c'est ce qui, justement, a séduit le jury. Et qui peut aussi apporter, il y a toute une filière à reconstruire. Oui, il y a une filière qui peut être développée, notamment, qui commence à se développer en Espagne, un peu en France, c'est des choses qui commencent à arriver. Ouais. Alors on change d'univers, on bascule sur les boissons. Cette catégorie, elle est dédoublée avec les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Et c'est traditionnellement un secteur qui est très riche en innovation. On a toujours énormément de nouvelles variétés dans ce secteur. Oui, on reste en Espagne avec une bière verte à base d'olive, donc qui est Oliva Green Beer de la société ERM del Palaras. Une bière aux olives. Donc c'est oui, nouveau. Bah, écoute, une couleur pour moi, c'est un coup de cœur, qui donne envie de Et c'est un marché qui attend de la nouveauté, qui attend du goût, en tout cas les consommateurs. Et donc c'est une alternative intéressante. Et donc en non alcoolisé. Et donc en non alcoolisé, on a une expérience. On part en Argentine avec le gagnant qui est donc Kit Maté. Taragi, donc une expérience toute une expérience en fait dans une petite boîte. Voilà, c'est un produit intéressant parce qu'il promet une expérience d'initiation. Maté est un produit typiquement argentin, typiquement sud-américain, qui est peu connu en Europe, enfin en tout cas qui est peu consommé, c'est clair. Et donc pour qu'il soit consommé, il faut initier les consommateurs. C'est intéressant de voir en tout cas un industriel sud-américain vouloir attaquer le monde entier par l'initiation. Ça me semble une démarche intéressante.
Alors j'en profite pour rappeler que tous ces produits sont des lauréats, donc seront présentés comme tels, sont dans les vitrines lauréats de Cial Innovation sur le salon, bien entendu mis en avant dans tous les supports de communication. Donc ce sont vraiment les grands prix par catégorie. Et qui sont sur le podium en train de tourner, la technologie est fantastique. Pour certains d'entre eux, voilà, tout à fait. Quand ça veut bien tourner. Ça tourne, ça tourne. Alors on accélère, on passe sur l'épicerie salée. L'épicerie salée, c'est quasiment un tiers de l'offre du salon, donc une très très grosse catégorie sur laquelle on a eu beaucoup de propositions. And the winner is, en provenance de Corée du Sud, kimchi de Open Sauce Lab. Oui, un kimchi. Le kimchi, effectivement, peut-être le symbole de la gastronomie coréenne, qui se caractérise par l'aspect fermenté, les légumes fermentés. Le kimchi sont des légumes fermentés. La fermentation, c'est un process de conservation et qui permet, excellent pour la santé, qui apporte un certain nombre d'éléments bénéfiques pour la santé. Et ce kimchi est lyophilisé, donc il est ambiant et il est utilisable très facilement pour des recettes, des recettes qu'on peut faire rapidement. On a testé hier, pendant le jury, on n'a pas pu s'empêcher de tester, de mettre de l'eau. Effectivement, en quelques minutes, on récupère un kimchi absolument délicieux. Alors, si on change de catégorie, maintenant on bascule sur les aides culinaires et les condiments. Xavier nous disait tout à l'heure qu'avec le regain de cuisine à la maison, c'était une catégorie qui se développait beaucoup. Oui, et donc absolument. Et donc là, le gagnant vient d'Italie et c'est Cristo. Alors Cristo aux tomates, citron, champignons. Voilà, une bonne alternative. Voilà, c'est une bonne alternative au sel, notamment au sel, éventuellement au poivre. C'est un produit qui permet d'apporter du goût naturellement pour le consommateur. On est là aussi dans le plaisir et dans la naturalité et le clean label et donc la santé, puisque ce produit n'a pas les inconvénients du sel. Aujourd'hui, il y a le sel qui est décrié, trop de sel dans l'alimentation. Voilà, donc c'est à ce titre-là que nous l'avons retenu. Très bien, alors on va basculer maintenant dans l'offre sucrée, alors le cœur même du plaisir, première attente de l'agroalimentaire. Et là, c'est un secteur incroyable parce que finalement, quand ça va pas bien, on se réfugie pour manger du sucré. On parlait de comfort food. Et quand ça va bien, on célèbre, on mange du sucré aussi. Donc finalement, il y a toujours des belles choses. Et donc là, on va avoir un gagnant qui allie sucré et quand même Nutri-Score A. Donc c'est Too Good, c'est une marque française. Too Good, Barbe à Papa de Triomphe Nat. Oui, bon, un produit confiserie, au rayon confiserie, Nutri-Score A, pas courant, rendu possible par la fibre de chicorée qui permet de diminuer drastiquement le taux de sucre. Donc c'est des pistes intéressantes en termes d'innovation et sans doute de devenir de ce que sera la confiserie demain. Donc on gardera la magie, on ne dira pas aux enfants que c'est de la chicorée, c'est pas obligatoire. Alors on y va, fruits et légumes, en frais, en sec ou en transformé. Alors là, le gagnant vient de Thaïlande et donc c'est 100% fresh frozen wolfia, donc c'est de la lentille d'eau de Thai Coconut Public Company. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez la lentille d'eau, c'est un nouveau superfood qui est connu en Asie, notamment effectivement en Thaïlande. Et ce produit donc apporte des bénéfices santé naturelle. Et c'est à ce titre-là qu'on l'a sélectionné, un produit qui est surgelé et proposé en Thaïlande et qui grâce au Cial, envisage l'export. Très bien, on bascule sur le laitier et les glaces. C'est une autre catégorie très importante du salon avec souvent des gros intervenants français. Et donc, on reste d'ailleurs effectivement en France, Nicolas, avec un produit gourmand de l'iconique marque Clément Faugier, avec sa glace au marron glacé et aux brisures de marron. Oui, l'innovation, c'est aussi le marketing. Quand on a une marque iconique sur un territoire, et bien aller sur un autre territoire, c'est le pari qu'essaye cet industriel. C'est intéressant à souligner. Et puis, le produit a été très gourmand. Très gourmand, oui, effectivement. Très gourmand. On s'est battu pour qu'il y ait une dégustation à la fin, mais la chaîne du froid n'a pas permis d'acheminer la glace, donc il faudra attendre le salon pour déguster. Donc après la glace, on va passer au surgelé, tout simplement. Le substitut Non, les substituts, effectivement, les alternatives aux produits laitiers. Oui. Et donc là, le gagnant est Soon
de la marque Olga, que vous connaissez plus que récemment, Tribala, qui est récemment renommée Olga, avec toute une gamme de produits. Voilà, donc, base de et d'ailleurs la marque Soon est également une marque nouvelle. On connaît la marque Sojasun qui est maintenant destinée à la GMS, et la marque Soon c'est plutôt distribution spécialisée bio. Donc là l'intérêt, on en parlait tout à l'heure, de la société Tribala, donc devenue Olga, qui innove depuis longtemps parce qu'il a été précurseur de l'ultra-frais laitier, le substitut d'ultra-frais en son temps, et également aux traiteurs, et précurseur du bio d'ailleurs aussi. Et là, l'intérêt de ce produit, c'est le renouvellement effectivement des ingrédients, puisque on n'est pas sur le soja, on est sur le chanvre et l'épeautre, de nouveaux ingrédients qui apportent une différence pour le consommateur. Alors on arrive sur les surgelés cette fois-ci, une catégorie qui est souvent une invitation au voyage avec beaucoup de découvertes. Oui, et là, le gagnant est une start-up française encore, vive la France, avec IOD de Zalg, qui est là un vrai gros coup de cœur du jury aussi. Oui, un coup de cœur, c'est une purino. C'est une pure innovation, un produit nouveau qui n'a pas de référent, qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits cubes d'algues que l'on a. On les poêle allez, 30 secondes rapidement et on met ça sur une salade. C'est une manière d'apporter de la texture, d'apporter du goût, d'apporter de la santé facilement. Et c'est ce qui a séduit le jury. Si certains viennent de Bretagne, les algues sont bretonnes, donc voilà, en plus sourcées localement. Parfait, on avance. Il nous reste quelques prix un peu plus techniques. Ça a fait éventuellement l'objet d'un jury d'ailleurs séparé. La première catégorie sont donc les PAI. Les PAI avec en gagnant un produit de Corée du Sud avec Vegetable Collagen de la marque Rwanga. Oui, donc c'est la catégorie des produits alimentaires intermédiaires, du collagène pour le marché. Alors les produits à base de collagène, on en connaît en Asie depuis très longtemps, avec de l'aloe vera, ce type d'ingrédient qu'on a l'habitude de retrouver dans l'industrie cosmétique plus qu'alimentaire. Il semble que ça revienne. Il y a des grandes marques aux États-Unis et en Angleterre qui reviennent avec l'ingrédient collagène pour une promesse cosmétique aux produits alimentaires. Ça peut être dans des jus, ça peut être dans des yaourts, etc. Alors c'est un marché qui ne décolle pas véritablement en Europe et même en Amérique du Nord. On a eu des grands échecs en France. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des Sensis de Danone, qui à l'huile de bourrache, il n'y a pas de collagène à l'intérieur. Mais voilà, donc le collagène, en tout cas, on semble revenir en termes d'ingrédients. C'est parfait. Nous allons maintenant sur une catégorie plus large qui est la restauration hors domicile. Et là, c'est l'ensemble du jury qui s'est penché sur les produits. Tout à fait. Et le gagnant est Vegan Flavor and Taste, un produit qui vient du Danemark de la société Umami. Oui, on parlait d'aide culinaire pour les véganes, les végétariens, pour la cuisine végane. Voilà une gamme large, très large, vous le voyez, avec des goûts et des références vraiment différentes pour toutes sortes de préparations. Donc là, on est véritablement dans l'aide à la cuisine végétarienne pour le restaurateur. C'est un produit RHD. On imagine également bien, peut-être plus tard, ce produit pour le consommateur. Voilà, on avance sur l'équipement et la technologie. Avec une société française qui s'appelle Roasting Step, de la société FCD System. Et c'est un procédé pour le café. Alors c'est un produit, je ne vais pas vous raconter le produit, j'en serais tout à fait incapable, mais je peux simplement vous dire pourquoi il a été sélectionné. C'est notamment, et c'est un sujet ô combien actuel, c'est l'économie d'énergie que propose cet outil. Voilà, donc il nous reste 2 prix à présenter aujourd'hui. On ne peut pas être on the change et ne pas avoir un prix emballage. Donc nous allons parler packaging. Packaging avec une bouteille de lait demi-écrémé bio de la marque Nature Avenir LSDH qui a été sélectionnée pour justement le fait qu'elle soit complètement recyclée. Voilà, c'est un emballage recyclé.
donc ce qui explique sa couleur grise. La matière, l'utilisation de matière, c'est de la matière recyclée, ce qui est important. Alors certains pourront dire, oui, mais on est habitué aux bouteilles blanches. Bon, ça c'est très français déjà, mais la bouteille grise, pourquoi pas? Quand le jambon légèrement gris qui est sans nitrite, aujourd'hui le consommateur accepte. Donc les ruptures d'habitude, pourquoi pas? En tout cas, ce produit dans son apparence et surtout sa composition nous a semblé très intéressant et porteur de signes pour l'avenir, de valeur pour l'avenir. C'est courageux parce qu'en fait, le consommateur spontanément ne va pas aller vers une bouteille grise et en même temps, si on veut contribuer tous un peu plus, pourquoi pas gris? Ça n'a aucune importance. Donc c'est ce qu'a voulu souligner le jury. Dernier prix, le prix des startups. Donc Jean-Gabriel avait présenté largement les 650 startups qui sont présentes sur le salon. Donc il y a également le prix startup. Et donc le gagnant, c'est une startup française qui s'appelle Bubble Eats et donc qui propose une alternative. Oui, une alternative à la bouteille en plastique. D'eau minérale, vous faites vous-même votre bouteille d'eau gazeuse ou votre boisson aromatisée gazeuse. Donc vous avez dans la petite boîte des sachets papier avec une poudre qui permet de mettre ça dans de l'eau classique et d'avoir une boisson gazeuse. On a testé, je peux vous assurer que ça marche bien. Et puis une aromatisation qui permette effectivement d'aromatiser d'avoir une boisson gazeuse. L'intérêt de ce produit, c'est bien évidemment de répondre à ce que les marketeurs appellent l'insight du consommateur qui dit j'aime bien l'eau gazeuse, mais qu'est-ce que je gaspille comme plastique, que je mets à la poubelle comme plastique? Là, il n'y a pas de bouteille. Et puis l'emballage lui-même répond à ça, puisque tout est en carton et papier, à part peut-être évidemment les bouteilles d'aromatisation, les petites bouteilles, mais là qui durent très longtemps. Merci pour ces différents lauréats. Et alors, en parlant de lauréats, normalement, nous sommes en contact avec 2 d'entre eux. Et nous avons un premier duplex avec Tanguy, si je ne m'abuse. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, on vous entend et on vous voit. Oui. Bienvenue Tanguy. Parfait. Donc vous êtes le cofondateur de Zalg, qui a présenté le produit iodé dont on vient de voir qu'il avait gagné le Grand Prix Cial Innovation dans la catégorie surgelé. J'ai envie de vous demander quelle est votre réaction à ce prix? Déjà honoré de la sélection et du choix de ce jury d'experts. Pour tout le travail notamment de R&D, de réflexion qu'on a eu en amont, et surtout content de voir qu'on a des algues, des macro-algues, d'autant plus bretonnes, qui arrivent dans nos assiettes grâce à des produits innovants. Donc merci au jury. Eh bien, félicitations. Encore une fois, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la genèse de ce produit, de Zalg en général? La société Zalg a été créée en 2021. Notre objectif, c'était de participer à la démocratisation des macro-algues dans notre alimentation et de réfléchir un peu différemment de ce qui se faisait jusqu'à présent, où les algues, notamment en Bretagne, étaient plutôt utilisées comme des bords d'assiette, des exhausteurs de goût, comme des condiments. C'est de positionner un peu à la japonaise, c'est de positionner l'algue comme un légume. Les Japonais en consomment 8 kg par an et par personne. Et pour le positionner comme un légume, il fallait travailler sur les freins à la consommation, la peur du goût, la peur de la texture, la méconnaissance d'utilisation. Donc on a travaillé vraiment sur ces questions-là pour trouver un nouvel usage, une nouvelle façon de proposer l'algue, qu'elle soit pratique et facile à consommer. Et donc on est arrivé au DEDAG, au iodé, qui permettent d'être consommés à la poêle, apporter de la croustillance sur le produit et être servi vraiment comme un accompagnement et comme un bord d'assiette. Merci. Alors du coup, en termes de circuit de distribution, vous l'avez orienté vers la restauration? Oui, alors dans un premier temps, on souhaitait travailler avec des prescripteurs, avec des gens qui ont l'habitude de travailler les produits, notamment les produits de la mer et les algues, d'apprendre sur ces marchés. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos produits sont distribués auprès des professionnels de la restauration. L'objectif pour nous, c'est d'avoir des retours directs avec des chefs. Nos clients, notamment, sont des restaurants étoilés ou gastronomiques. Et avec eux, on apprend tous les jours. Et on espère ce ruissellement en fait, de ce produit dans les années à venir auprès du grand public. Parfait, bien, merci beaucoup. Donc on vous retrouve bien évidemment sur votre stand à Cial et puis le samedi pour recevoir votre prix. Merci Tanguy. Merci, au revoir. Nous avons également avec nous Antoine. Si vous êtes là, Antoine,
Oui, vous êtes là. Je suis là. Bonjour. Antoine, bonjour. Bonjour, Antoine de Bubble It. Donc, le dernier prix qu'on vient de voir, le prix Startup. Xavier vient de détailler un petit peu Bubble It. Donc, également, quelle est votre réaction à l'annonce de ce prix ? Ah bah écoutez, évidemment une grande fierté d'être lauréat. Je suis donc cofondateur de Bubble It avec Jean-Michel Ginèbre, hein, qui est tout soutien à distance. Très très fier et aussi assez surpris hein, quand on a reçu l'appel hier nous annonçant qu'on avait gagné ce prix. On a été très surpris. Je l'ai bien senti au téléphone, effectivement. Voilà, quand on a tout à l'heure écouté Xavier énumérer les critères qui avaient primé au choix de vos lauréats, j'ai un peu mieux compris parce que Bubble It effectivement s'inscrit pas mal dans un certain nombre de ces critères importants. Hein, par construction, on a un produit qui est très très écologique, qui vise à supprimer le plastique, à éliminer les machines. Si on peut aussi, donc les machines à gazéifier. Donc l'écologie c'est la première chose, mais on est aussi dans la tendance du do it yourself, hein, à faire soi-même à la maison. On est aussi un produit extrêmement sain avec une composition extrêmement minimaliste. Ça a été évoqué comme une tendance. Ben, on est dedans aussi avec des emballages comme ça a été dit, carton les plus vertueux possibles. Voilà. Donc très très fier, assez surpris, évidemment très reconnaissant au jury. Voilà, merci. Merci. Et alors, je crois que vous êtes amis d'enfance. C'est ce qui a lancé l'idée de Bubble It, la genèse. Il me semble que vous avez eu une expérimentation sur ce produit. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, bah absolument. Ça démarre comme souvent avec une anecdote. Donc Jean-Michel et moi, on est amis depuis très longtemps et on s'est rendu compte il y a quelques années, il y a 4 ans, qu'on consommait beaucoup d'eau pétillante l'un comme l'autre. Moi, plutôt à la maison avec des bouteilles en plastique de grandes marques. Donc une mauvaise conscience permanente sur le jet, voilà, être obligé de rejeter tout ça dans les poubelles jaunes, certes, mais néanmoins beaucoup de déchets. Jean-Michel, lui, il a une machine dont on va taire la marque également, mais la machine, c'est des cartouches en alu, c'est encore une machine de plus, etc. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Et lui, il s'est rappelé d'un moment assez douloureux de sa jeunesse, hein, de son adolescence, où il s'est mis un cachet de Feralgan sur la langue parce qu'il n'avait pas d'eau à disposition, et ça a créé une réaction tellement vive avec l'humidité de la bouche qu'il s'en souvient encore. Hein. Donc il s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à capter le CO2 de l'effervescence dans une bouteille pour tout simplement de manière douce et responsable créer de l'eau pétillante à partir de l'eau du robinet. Voilà, donc ça c'est la genèse. On a créé la boîte fort de cette envie d'essayer quelque chose. On a créé la boîte il y a 2 ans et demi et on a beaucoup expérimenté, revu les recettes, etc. Parce que le produit fonctionne très très bien depuis le début, mais le plan organoleptique était assez compliqué à mettre au point. Et donc là, on est prêt, on est extrêmement content d'avoir en plus le bénéfice d'une exposition supplémentaire grâce à ce prix, et on est impatient d'en découdre au Cial. Voilà. Eh bien, encore une fois, félicitations. Nous aussi, on est impatients de vous voir au Cial. Vous serez sur le village start-up de Cial Paris. Donc bravo. Merci à vous, merci à Bubble It, bravo à vous et à Zalg. Et à très bientôt. Rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez peut-être pas compté, mais moi aussi, ça fait pas 21 prix, donc il nous en manque quelques-uns. Il en manque 2 déjà. 2 plus 3. 2 plus 3. Les 3 gagnants, bronze, silver, argent et or, qui seront dévoilés donc le samedi 15 à 16h30 pendant Cial Paris. Et puis, il y a aussi 2 prix dont on ne vous a pas encore parlé, mais qui sont bien existants. À l'issue de cette conférence de presse, nous allons ouvrir une session de vote au public. Donc, chacun pourra voter jusqu'à la veille du salon. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il pourra voter pour l'un des lauréats qu'on a révélé aujourd'hui, bien évidemment, pour désigner l'innovation, la marque, le produit qui aura le plus d'attention du public et le plus d'intérêt pour le public. Donc, il pourra voter jusqu'à la veille du salon, bien évidemment, puisque ce prix sera remis le premier jour du salon. Et
le dernier prix qui sera également remis le premier jour du salon, c'est le prix On the Change, qui pour le moment reste secret. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des discussions Des gros extrêmement longues, débattues, animées hier en jury autour de ce prix On the Change, ce qui nous a fait extrêmement plaisir parce que c'est un prix nouveau, bien évidemment, mais ça a montré à quel point tous les jurés, finalement, étaient engagés et étaient intéressés par ce prix. Donc, suspense, révélation en octobre, dans un mois. Alors, il me reste à vous rappeler quelques éléments pratico-pratiques, à savoir, très rapidement, les dates du salon, du 15 au 19 octobre, à Paris-Nord-Villepinte. Les horaires, donc c'est un samedi, ça ouvre un samedi, c'est une petite différence avec auparavant où on ouvrait un dimanche, donc de 10h à 18h30, jusqu'à 17h le mercredi. Et surtout, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à demander votre accréditation presse sur le site de Ciel Paris, qui se réaffiche ici. Bien évidemment, ce qui vous donnera accès au salon, mais également à l'espace presse, à un certain nombre d'informations. À l'issue de cette conférence de presse, bien évidemment, vous recevrez le dossier de presse où vous retrouverez le détail de tous les lauréats. Vous en doutez, mais je le dis, c'est évident. Et maintenant, si vous le souhaitez, il nous reste un peu de temps pour des questions et des réponses. Et en parallèle, je sais qu'il y a aussi des gens à distance qui ont suivi la conférence de presse. Il y a peut-être des questions qui viennent de la plateforme. Oui, tout à fait. Nous avons des questions à distance. Alors, une question sur les innovations qui ont été présentées, à savoir, est-ce qu'il y a un coup de cœur? Quel a été votre coup de cœur pour chacun d'entre vous? Une question rituelle. Je vous laisse répondre chacun à votre tour rapidement. Alors, moi, je suis à la fois curieux et gourmand. Donc, curieux, ça m'a amené forcément à aller regarder les nouveaux ingrédients. Donc là, on a parlé des algues, on a parlé du caroube, on a parlé d'autres variétés comme l'épeautre ou autres qu'on a pu redécouvrir. Donc ça, j'adore. Et après, la gourmandise, c'est aussi les très bons produits. On n'a pas tout montré ici. Il y a des produits qui n'étaient pas forcément très innovants, mais qui étaient pour autant extrêmement gourmands. Donc avec beaucoup de multicouches, de caramel, de chocolat, etc. Donc il y a vraiment des choses délicieuses. On a parlé, je crois, d'un petit Queen Amman qui nous plaisait à tous les deux, là. Queen Amman portable. Donc ça, je vous invite aussi à le découvrir. Queen Amman revisité pour être plus facilement mangé et plus facilement emmené avec Queen Amman biscuit, c'est un biscuit, Queen c'est pas un Amman produit frais, biscuit, c'est un voilà. biscuit. Audrey? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour IOD parce que voilà, c'est une démarche très complète qui va tout à fait dans la thématique On the Change. Et voilà, ça c'est mon petit coup de cœur personnel. Et puis l'histoire de cette entreprise est très intéressante. Alors pour l'anecdote, en fait, ça fait 6 mois que... Je suis pas bretonne. Et tu n'es pas bretonne, mais ça fait 6 mois que Audrey, quand elle prend un exemple autour de la cuisine et des démonstrations des chefs, parle d'algues. Donc finalement, c'est intéressant de voir qu'il y a un lauréat minima avec les algues. Xavier? Alors moi, les coups de cœur, tous les produits qu'on a vus, évidemment, sont des coups de cœur, mais alors Nicolas vient de me piquer mon coup de cœur, donc j'en ai un autre. On partage. Donc effectivement, ce biscuit Queen Amman, je vous conseille véritablement de goûter ça. Si on est breton, je suis un peu breton, mais même si on n'est pas breton, c'est très très bon. Un autre produit, tout à l'heure, le monsieur des Galeries Lafayette nous a parlé de chaperon en bas, chocolat. Un chocolat, alors pour innover dans le chocolat, on sait qu'on innove beaucoup avec du plus 80 en goût, en cacao, etc. 80, 90, voire 100% de cacao. Là, c'est un chocolat qui est premium, qui est vieilli dans des fûts de rhum et de vin jaune. Et donc, ça donne un petit goût vraiment délicieux. Je peux vous assurer que le jury a pris le temps de juger ce produit-là. Oui, tout à fait. Ce qui est impressionnant avec ce produit, c'est la longueur en bouche, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'à la première dégustation, on disait « bon ». Et finalement, cette longueur en bouche pendant un quart d'heure de chocolat, c'est assez extraordinaire. Oui, une très très belle qualité aussi. Alors moi, j'en profite pour donner un coup de cœur de Mauro Colagreco qui nous a confié 3 coups de cœur hier, mais j'ai retenu surtout le premier, c'est la truitelle. Donc il a été particulièrement sensible aux produits de la truitelle, donc c'est assez intéressant de voir qu'un chef étoilé a été sensible à un produit en conserve finalement. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ici présent? Oui. Bonjour, Olivia Destroyat du Figaro. J'ai une petite question concernant les innovations que vous mettez beaucoup à l'honneur tous les 2 ans, qui ont beaucoup tiré
la valorisation et la premiumisation, la croissance des marchés de grande conso ces dernières années. On est dans un contexte macroéconomique qui est compliqué avec l'inflation qui ressurgit énormément. Est-ce que vous pensez que ça peut peser sur la capacité et la volonté d'innovation, que ce soit des startups ou des grands groupes de consommation? Merci. Je pense que la pression sur le pouvoir d'achat, effectivement, est un frein à trop d'excentricité et donc à des produits trop chers. Ce qu'on disait, c'est que fondamentalement, il faut que les produits innovent en essayant au maximum de respecter les critères de plaisir, santé, responsabilité et accessibilité. Et c'est effectivement le produit qui arrivera à faire un peu la synthèse de ces 4 dimensions qui aura le plus grand succès. Oui, après, je veux dire, il y a toujours un effet conjoncturel sur ces histoires d'inflation, mais finalement, dans la durée, on se rend compte que la part des produits innovants dans un rayon, elle est toujours extrêmement importante. On dit que c'est à peu près 50% des produits qui seront en rayon dans 5 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc même s'il y a des effets qui sont là, enfin des produits qui sont là peut-être pour pas longtemps, en tout cas, il y a toujours un effet de dynamisation des rayons par l'innovation. Et ça, je pense que ça ne changera pas. Oui, donc en tout cas, il est clair, la réponse à votre question, est-ce que ça va changer les choses? Inévitablement, c'est clair. Le CIAL fait une étude tous les 2 ans, avec Quentin, on fait une étude tous les 2 ans, et là, il y a un élément, on interroge tous les consommateurs dans le monde, et on essaie de voir comment les attentes évoluent. Il y a un élément particulièrement intéressant cette année, dans l'étude 2022, c'est que le consommateur, bien sûr, il attend des produits, on va dire, qui soient bons pour lui en termes de santé, bons pour la planète, etc. Il y a cette attente qui est très forte, mais de plus en plus, la proportion des consommateurs qui ne sont pas prêts à payer plus pour ça augmente. Donc là, il y a un vrai enjeu pour les industriels, c'est d'apporter de la valorisation, de la valeur ajoutée au meilleur prix. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'innovation? C'est certainement pas faire du premier prix ou de la marque de distributeur basique. Il y a d'autres leviers d'innovation pour innover moins cher. On va parler de l'anti-gaspillage, par exemple. Moi, je peux avoir le produit le moins cher du monde. Si j'en jette la moitié, il est 2 fois trop cher. Ça peut être la bonne dose. On a eu des campagnes de presse tout récemment, que vous avez tous vues, sur des emballages qui ont été réduits. On dit on se moque du consommateur, effectivement, parce que c'est sans doute mal fait. Aujourd'hui, réduire des emballages pour garder un prix acceptable, ça peut être aussi intéressant. Quand Charal, par exemple, je prends cet exemple-là, fait depuis plusieurs années un steak haché petite portion, de 80 grammes, alors que le marché il est autour de 100 ou de 115 grammes, peut-être que ça évite le gaspillage. On a tous donné les steaks hachés à nos enfants. Si on en jette la moitié parce qu'à la fin, on ne sait pas récupérable, autant avoir des réductions de prix grâce à des réductions de doses. Il y a d'autres solutions pour innover. Ça, effectivement, le marché est en attente de ces solutions. Il y a peut-être 2 petits éléments en complément également. Tu l'évoquais, Nicolas, au début. Un des intérêts aussi du CIAL, de CIAL Talks et des intervenants qu'on va voir, mais aussi de tous les produits qu'on va voir, c'est le côté global et pas forcément que français ou européano-centré. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure le marché asiatique, mais qui est très large, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, réagit à la situation du monde et de quelle manière ça l'impacte lui ou pas, différemment de chez nous. Idem en Amérique du Nord, idem en Afrique, alors qui est encore très différent comme marché, et extrêmement fragmenté et différent, et en Amérique latine. Donc c'est aussi un des éléments qui est très intéressant et qu'on voit à travers les produits qu'on reçoit et les nationalités de produits qu'on reçoit. Et enfin, alors après, il y a aussi un élément qu'on a évoqué hier en échangeant avec certains jurés, qui est qu'on a eu aussi des évolutions dans le nombre de produits qu'on recevait par catégorie, et certaines catégories dont on n'a pas le sentiment que ça impacte, en tout cas les innovations qui nous sont proposées en termes de nombre, voire qu'au contraire, il y en a certaines qui augmentent, alors que d'autres catégories, elles, sont plus impactées, ou en tout cas que nous, de notre côté, au CIAL et sur CIAL Innovation, on a reçu en moins grande quantité qu'habituellement, et qui peut être éventuellement un effet aussi avec des rétentions de certains lancements pour des périodes peut-être un peu ultérieures. Peut-être un dernier commentaire pour répondre à la question, c'est aussi l'exigence du consommateur. En fait, il fait des arbitrages. Comme il a un problème de pouvoir d'achat, il va être d'autant plus exigeant sur, je disais tout à l'heure, le rapport prix-bénéfice. Et ça veut dire qu'il va être d'autant plus regardant sur l'extrême grande cohérence du mix proposé. C'est-à-dire que faire juste une innovation sur un critère qui serait, par exemple, c'est bio, c'est tout, en fait, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence globale et que l'approche ou l'entièreté du parcours soit cohérent pour vraiment apporter un bénéfice.
Et c'est ça qui fait que voilà, l'innovation devient certainement quelque part plus complexe. J'ai envie de rebondir sur l'exemple du bio, qui est un bel exemple. Aujourd'hui, on nous dit les produits bio sont 20 à 30% maximum plus chers. C'est pas vrai, on le sait. Moi, je citerai une étude de l'INER, un de vos confrères, qui prouve que les produits bio sont entre 65 et 70% plus chers que l'équivalent. Moi, j'ai fait un test. Vous pouvez regarder. J'ai été regarder sur le site de Carrefour. J'ai été chercher un produit Danone Nature, l'équivalent Danone Nature bio par 4. Il est 2 fois plus cher, 94% de plus. Donc aujourd'hui, on a le problème, c'est effectivement, comme le disait Nicolas, c'est sans doute un problème de bénéfice-prix. Est-ce que je suis prêt à payer autant pour avoir ce bénéfice? Effectivement, en bio, on veut du bio, mais peut-être un bio augmenté. Le consommateur du bio, il veut aussi du bien-être animal, il veut de la proximité, il veut de la juste rémunération du producteur, etc. C'est ces éléments-là de valeur ajoutée qui peuvent justifier un prix supplémentaire. Mais effectivement, pour en apporter, pour accepter que le consommateur puisse accepter de payer plus cher, il faut que le bénéfice soit là. Mais parfois, ce bénéfice, il peut être immatériel, il peut être aujourd'hui, on a peut-être tous des machines Nespresso chez soi, le café Nespresso il est le plus cher de France. À 35 centimes d'euros la dosette, c'est très cher. Mais on peut accepter de payer plus cher pour plein de raisons, parce que le café est bon, parce qu'on a Clounet, parce que je ne sais pas, plein de raisons. Alors, on a peut-être le temps pour une autre question éventuellement. Juste une petite précision. Vous avez dit que la proportion des gens qui étaient, des consommateurs prêts à payer plus pour l'innovation baissée. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette Oui, elle part de zéro, quasiment zéro il y a 2 ans. On est à 14% au niveau mondial. Alors, je n'ai pas le détail en tête des différents pays, mais 14% des consommateurs qui aujourd'hui disent « je ne peux pas et je ne veux pas payer plus pour ça, pour bien manger, bon pour moi ou bon pour la planète ». C'est dans 12 zones géographiques qui vont de l'Amérique du Nord à l'Asie, en passant par le Moyen-Orient, l'Europe, certains pays en détail, etc. Donc avec des pourcentages qui varient un petit peu selon les pays, mais qui globalement, effectivement, sont... Alors, on peut juger que 14%, ce n'est pas énorme, mais on part de rien et c'est vraiment progressif. Et donc, il y a vraiment là un marqueur intéressant au niveau du consommateur. Tout à fait. Surtout en ce moment. Autre question, en live ou via la plateforme, éventuellement? Moi, j'ai encore une dernière question. Qui est de savoir quels sont les pays les plus dynamiques dans l'innovation. Ah, les pays les plus dynamiques dans l'innovation. Alors, les plus dynamiques, c'est... Moi, je me réfère au nombre de lancements de nouveaux produits vraiment à caractère innovant par pays. Alors, bien sûr, ça dépend aussi de la taille du pays. Mais je veux dire, on peut citer sans conteste les États-Unis, la France, c'est clair, la Chine, l'Angleterre, l'Italie, très innovante, avec beaucoup de propositions d'ailleurs sur social. Voilà pour les pays peut-être les plus innovants. On a vu beaucoup de produits coréens dans ce qu'on a envoyé de la Corée du Sud. Est-ce que tu as un avis particulier sur... Oui, il y a une progression. Ce n'est pas le plus innovant en termes de nombre de produits, mais il y a une vraie progression de la Corée qui a véritablement une politique, je dirais, d'aide à l'export très pertinente. Je veux dire, donc effectivement, on le voit avec les produits qu'on voit arriver sur le marché français. Le nombre de restaurants coréens qui se développent dans les pays occidentaux, effectivement, c'est un pays qui apporte une différence. Beaucoup d'alimentation fermentée avec des goûts nouveaux, etc. Intéressante en termes d'exotisme. Merci. Eh bien, je vous remercie. Merci pour votre participation. Merci à tous. Une collation qui est présente ici. Si vous souhaitez suivre la visite des Galeries Lafayette, c'est par ici. Et encore une fois, je vous remercie et je vous dis à dans un mois sur le ciel.